Donc, Monsieur Messon, je vous présente plus parce qu'on a fait quand même pas mal d'interviews, y compris quand vous étiez bombardé en Syrie par des djihadistes qui étaient formés par l'armée française, hein, si on se Oui, rappelle. oui, 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 Là, absolument. au départ, quand je vous ai envoyé le mail, là, c'était pour parler de la possible guerre en Iran qui se profilait. Et puis Mhm, l'actualité s'est précipitée, évidemment. On est dans la situation qu'on connaît maintenant. Mais dans cette interview-là, j'aimerais revenir dans le passé parce que j'ai mhm, toujours pensé qu'un pays ne pouvait pas être attaqué s'il n'y avait pas d'ambiguïté au sein de ce pays. Et vous connaissez mhm. particulièrement l'Iran. Et donc, moi, j'aimerais revenir au moment de la révolution Oui, iranienne en 79. d'accord. Est-ce Je que, connaissais pas à ce moment-là, je l'ai connu un peu plus tard. oui, mais vous Oui, connaissez oui, l'histoire de absolument, absolument. l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de 1979 et de ce qui s'est passé pour qu'on ait les éléments de Alors, base? il faut se rendre compte, il y avait une dictature vraiment très, très dure du Shah d'Iran. Euh, C'était une dictature vraiment sanglante. Il y avait une police politique, la SAVAK, qui avait été formée à la demande du Premier ministre au moment du renversement de Mossadegh, qui était un nazi, un authentique nazi, que les Britanniques avaient sorti de la prison où il l'avaient enfermé en- au Caire, et il l'avait amené pour diriger l'Iran et pour imposer la volonté des puissances coloniales, en fait. Un peu comme Et Klaus, donc, un peu comme Klaus Barbie dans les réseaux Gladio? absolument, c'est la même histoire. C'est le même système et ont participé à la SAVAK à la fois des anciens nazis que les Britanniques ont amenés et aussi des sionistes révisionnistes d'Itzhak Shamir qui à l'époque était au Mossad. Et donc ce sont des Israéliens du Mossad, mais je ne sais pas s'ils étaient officiellement envoyés par le Mossad ou s'ils sont sortis du Mossad à ce moment-là, je ne peux pas dire. D'accord. Mais donc, ils étaient ensemble et ils ont vraiment fait une dictature extrêmement cruelle. Quand le Shah a été renversé, euh, je me souviens pour l'avoir lu à ce moment-là dans le journal Le Monde que euh, les révolutionnaires avaient fait visiter le siège de la SAVAK et le musée intérieur de la SAVAK qui était un musée avec les membres des gens qu'ils avaient coupés en morceaux. C'était absolument horrible. Le journaliste l'avait vu, il n'y avait pas de doute, hein. D'accord. OK. Et donc, en réalité, à cette époque-là, l'Occident Oui, avait une mainmise sur l'Iran par l'intermédiaire du oui, Shah, et les compagnies britanniques, notamment, avaient la mainmise sur les blocs pétroliers. absolument. C'est pour ça qu'ils avaient renversé le Premier ministre Mossadegh, parce qu'il avait nationalisé le pétrole. Et ça, les Britanniques n'acceptaient pas. Les Britanniques disaient on vole notre pétrole. C'est chez eux, mais c'est notre pétrole. Et les Américains étaient présents aussi. Oui, alors les États-Unis ont participé au coup d'État. C'est le premier exemple de révolution colorée dont on dispose, en fait. D'accord. OK. Et dans cette révolution, ils ont payé des gens pour faire une manifestation. Il y a eu D'accord. une grande manifestation à Téhéran contre Mossadegh et tous les gens qui ont manifesté étaient payés par la CIA ou le MI6. Et on Ça, peut, c'est attesté par les écrits des Britanniques et des États-Unis, hein. parce C'est qu'on pas les Iraniens qui le disent. Oui. on parle des Américains et des Britanniques, mais il faut aussi dire que les Français n'étaient pas étrangers à l'Iran, puisqu'ils ont essayé en plus de doter l'Iran à cette époque de l'arme nucléaire. Ça vient du côté français. Oui. Alors ça, c'est autre chose. En fait, les Français voulaient installer des centrales nucléaires électriques pour l'électricité et ils ont commencé à amener des éléments d'information sur la bombe atomique. Oui, non, mais c'est très important parce qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait contemporain de se débarrasser d'un leader religieux qui dit que la bombe nucléaire est incompatible avec sa vision de l'islam, Mhm. alors que les Occidentaux attaquent au nom de la menace nucléaire
Et si on regarde ce qu'on est en train de Oui, dire, c'est oui, les Occidentaux qui voulaient doter l'Iran de l'arme nucléaire au départ. absolument, C'est un, absolument, c'est hallucinant. absolument. C'est-à-dire, De même que ce sont les Occidentaux qui ont créé l'alliance entre la Syrie et l'Iran. On nous dit que c'est horrible cette chose-là, mais c'est le général Eisenhower, quand il était président des États-Unis, qui a imposé cette alliance entre la Syrie et l'Iran pour contrebalancer à l'époque le pouvoir d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez dire dans le fait que c'est choquant l'alliance Syrie-Iran dont vous parlez? Parce qu'aujourd'hui, la Syrie, on Mais peut dire qu'elle est dans la main de djihadistes qui ont massacré des Druzes, des chrétiens. oui, mais quand il y a eu l'alliance entre la Syrie d'Hafez el-Assad et l'Iran, on a dit que c'était quelque chose qui était fait par antisémitisme. C'est absurde. Ce sont les États-Unis qui ont décidé ça. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que Mm. l'injustice du régime pro-occidental qui voulait se doter de l'arme nucléaire Oui. était telle que ça a provoqué une révolution religieuse. Comment elle est venue, cette révolution? Alors, c'était pas une révolution religieuse, parce que les religieux étaient certes opposés au Shah d'Iran qui voulait contrôler leurs biens matériels, mais le Shah d'Iran ne voulait pas interdire la religion. Et l'imam Khomeini avait été condamné par la quasi-totalité des ayatollahs de son époque. L'imam Khomeini était considéré comme un- un- un hérétique par les autres ayatollahs. Pour une raison particulière? Parce que il disait que l'islam, c'était une lutte pour la justice et que si on était musulman, on ne pouvait pas accepter l'injustice du Shah d'Iran. D'accord. Ok. Et donc, en fait, ça, c'est ce qui a fédéré les gens derrière la révolution religieuse? C'est ce qui a fédéré les gens derrière l'ayatollah Khomeini. Il faut savoir que quand il y a eu cette révolution, le seul leader important, c'était Khomeini. Mais avant lui, juste dans les 6 mois avant, il y avait un autre leader très important qui a été assassiné. Donc cet autre leader, c'est lui qui a convaincu toute la jeunesse dorée de Téhéran de se joindre à l'ayatollah Khomeini. D'accord. C'était, c'était un sociologue qui faisait ses études en France et qui était l'ami de Jean-Paul Sartre, de tout un tas de personnages de cette époque. Ouais, on pouvait penser que c'était quand même, du coup, changer le chat pour ce genre de personnage, c'était pas changer grand-chose finalement. Ah, non, 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 non. Euh, Ça quand fait Ali pourquoi? Shariati, Je dis non, ça. non, Ali Shariati, cet intellectuel, était, à mon avis, quelqu'un de très, très éclairé. D'accord. L'ayatollah Khomeini était certes un vieillard qui voyait pas beaucoup plus loin que ce qu'il connaissait, mais l'ayatollah Khomeini n'était absolument pas le personnage que l'on décrit aujourd'hui en Occident. C'était un poète, c'était un homme qui est un spécialiste de Platon. Vous Oui. Oui, voyez, mais c'est- c'est- c'était... je dis ça pourquoi avec des pincettes, parce que on reviendra peut-être au scandale Epstein, parce qu'il y a un contexte Oui, d'humeur oui, oui, élitiste, et oui. on peut penser que le Shah d'Iran à l'époque était inscrit aussi lui-même au niveau de ses mœurs dans une espèce d'hubris élitiste que je sais pas. Après, vous connaissez peut-être Non, plus. le Shah d'Iran, quand aujourd'hui on peut, enfin pour le moment on peut aller dans son palais, je pense qu'il n'a pas été détruit. Euh, en fait, le Shah d'Iran, c'est juste une apparence. D'accord. Son palais, c'est un palais construit en béton, ça n'a aucun intérêt, et il a décoré son palais en imitant les décorations du château de Versailles. Mais sauf que c'est tout en béton, ça n'a rien à voir avec le château de Versailles. Mais C'est un truc vraiment ridicule. donc, vous diriez que le Shah d'Iran de l'époque
qui était connu pour quand même être c'est pas un chaud lapin, mais on va dire qu'il n'était pas plus déviant que ça au point de vue de ses mœurs sexuelles, d'après vous? J'en sais rien, j'en sais rien. Parce que, Mais parce que vous parlez vous parlez de Sartre. Moi, Sartre, ça me fait penser à oui, la pédocriminalité, donc peut-être on n'a pas les mêmes références. C'est pour ça que je me non, disais attention. non, non, c'est pas du tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que Ali Shariati, l'intellectuel opposé au Shah d'Iran, c'était un homme très éclairé D'accord. et qui a été un soutien, c'était d'abord un tiers-mondiste. Et en France, il a été ami avec Jean-Paul Sartre, mais avec toutes sortes d'autres personnalités. D'accord. Ok. Euh, C'était pas du tout quelqu'un avec une sexualité débridée, pas du tout. C'est un homme tout à fait normal, mais un tiers-mondiste et Et un homme du XXe siècle. il a été assassiné par qui? Par la SAVAK, par la police politique du Shah d'Iran, il était assassiné à Londres. À Londres. Parce qu'on vous dit aujourd'hui que les Iraniens euh, assassinent des opposants politiques à l'étranger, mais ça, c'est l'histoire de l'Iran, c'est pas la République islamique uniquement. Déjà, le Shah d'Iran assassinait ses opposants à l'étranger. Alors, vous savez pourquoi je veux qu'on revienne en 79? Parce qu'à l'époque, c'était Mhm. Carter. Et Oui. on voit que Trump, qui est très réganien, qui a fait souvent des références à Reagan, Mhm. s'est toujours foutu de la poire de Carter en De disant qu'il Carter, oui, oui. s'était fait doubler par Reagan, qui avait négocié en arrière la libération des Mhm. otages pour son élection. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce contexte-là? Alors, le renversement du Shah d'Iran, c'est une décision qui est conseillée par Brzezinski, le conseiller de sécurité de Carter. Et Zbigniew Brzezinski lui explique que le Shah d'Iran, depuis qu'on le soutient, s'est pris la grosse tête et qu'il veut dominer tout le Moyen-Orient, y compris Israël. Alors que Carter veut un équilibre au Moyen-Orient. D'ailleurs, c'était la politique des États-Unis depuis, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, maintenir cet équilibre. On peut dire que Carter était plutôt un président modéré au départ. C'était pas un va-t-en de guerre, au Oui, contraire. oui, Mais pas plutôt, du tout un Vataker, pas du tout. C'est un très modéré. il Et a- donc, on lui dit attention parce que le Shah d'Iran est en train, il va installer son empire dans tout le Moyen-Orient. Et ça, il faut pas que ça ait lieu parce que ce sera une dictature abominable. Bon. Et Carter vient de renverser les dictatures en Amérique latine. Donc, il veut pas qu'il y ait la même chose au Moyen-Orient. D'accord. Et il dit, on va faire tomber le Shah d'Iran et trouvez-moi quelqu'un pour mettre à sa place. Ben, on va mettre l'ayatollah Khomeini, c'est un leader d'opposition très, très, très populaire dans son pays. Donc, Mais, la oui, révolution iranienne religieuse vient de la pensée américaine au départ. absolument, c'est Brzezinski qui a demandé cette révolution, qu'il a conçue. Et ça s'est retourné. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que logiquement, il n'y a pas de raison que ce soit Carter qui en ait pâti, du coup. oui, mais parce que Brzezinski ne connaissait pas l'histoire de l'Iran. Et pour Brzezinski, il écrit ça dans ses notes que vous pouvez trouver, c'est en ligne dans les documents du département d'État. Et il expliquait à Carter que euh, Khomeini, c'était l'ayatollah le plus populaire et beaucoup plus populaire que tous les autres, mais il se rangerait à l'avis de l'ensemble du clergé. Et le clergé, la seule chose qui l'intéressait, c'était des biens matériels, et donc on allait s'arranger avec ce clergé et on va mettre un gouvernement fantoche derrière la figure de Khomeini. Et donc ils ont organisé d'abord le déplacement de Khomeini en France pour pouvoir commencer à organiser son gouvernement. Puis, quand il était en France, ils ont demandé au président Giscard d'Estaing de l'envoyer en Iran.
Donc, quand ça a été organisé, ils ont eux-mêmes demandé au Shah d'Iran de partir en vacances en lui disant vous reviendrez plus tard. Mais le Shah d'Iran a très bien compris qu'on le mettait à la porte. Donc il a chargé son avion avec le maximum de richesses. Il avait du mal à décoller, tellement il y avait d'or dans son avion. Et il est parti se faire soigner aux États-Unis. Enfin, il est parti d'abord par le, par l'Égypte et se faire soigner aux États-Unis. Et euh, Khomeini a été raccompagné par un vol spécial d'Air France à Téhéran. Là, à Téhéran, il y a eu une foule gigantesque. Il y a 1 million de personnes qui sont venues l'accueillir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement populaire. Quand Khomeini est sorti de l'avion, un hélicoptère l'a amené directement du tarmac au grand cimetière dans la banlieue de Téhéran. Quand il est arrivé dans ce cimetière, il y avait déjà une foule gigantesque. Quand on voit les images, c'est très très impressionnant. L'hélicoptère n'arrivait pas à se poser. Il a fallu un moment. Bon, il s'est posé à un endroit où étaient enterrés plusieurs centaines de manifestants qui avaient été tués quelques jours auparavant par la SAVAK. C'est dire, c'est un régime très cruel, hein. Et là, il s'est assis en tailleur et il a fait un discours retransmis à la télévision, qui est quelque chose qui a traumatisé les États-Unis, puisqu'il a dit, maintenant que je suis là, je vous demande de, de lutter pour la justice. Et je m'adresse aux forces armées. Combien de temps allez-vous servir les intérêts des États-Unis et du Royaume-Uni? Mettez-vous au service de votre peuple. Il y a un truc qui est en plus Hmm. extraordinaire là-dedans, c'est qu'en général, les Américains et les Anglais s'entendent toujours en coordination. Là, les Anglais, c'était un peu dans... Comment les Anglais ont réagi? Parce que la décision de Carter, elle était plutôt anti-anglaise, du coup. Ben, les Anglais ils pensaient que c'était à leur avantage, que les États-Unis se chargeaient de l'opération, mais que ça serait à l'avantage de l'ensemble des Anglo-Saxons. Ok. Ils étaient tous coordonnés, en fait, et ils pensaient tous que ça allait leur bénéficier. D'accord. Ok. Oui, et en fait, dès l'arrivée de Khomeini, ça a été la révolution. Et Il les a pas, ça, il leur a fait à l'envers, en fait. Il a dit, ils se sont ah servis oui, de moi, oui, je ne suis pas dupe et je vais reprendre, voilà, je vais remettre ma... oui, ouais. Ça arrive rarement, ça. Et non, mais c'est un exemple vraiment unique, ce genre de choses. Et euh, il faut se rendre compte que quand après ça, il y a eu l'arrestation du personnel de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. En France, on vous explique, et aux États-Unis, que ce personnel avait été kidnappé enlevé par les révolutionnaires iraniens. Mais ça n'est pas vrai du tout. Ils ont été arrêtés en flagrant délit d'espionnage. D'accord. Ouais. Et jamais, absolument jamais, les États-Unis n'ont demandé de réparation pour ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un rôle trouble dans cette histoire de lien entre les États-Unis, malgré tout, avec l'Iran? Parce qu'on parlait de Reagan qui avait négocié son élection quelque part avec la libération des otages. C'était Alors, la cerise sur le c'est- gâteau pour lui dans son ça élection. vient, mais ça vient un peu après. D'accord. Euh, donc, je dis que les otages à Téhéran, ça n'était pas des otages, ce sont des gens qui ont été arrêtés en flagrant délit d'espionnage, Ok. hein. Alors, le fait que les étudiants soient entrés dans l'ambassade, ça, c'est pas normal. Ils ont violé le territoire de l'ambassade. Mais quand ils sont arrivés dans l'ambassade, ils ont
je ne sais pas comment ils se sont vraiment débrouillés, mais ils ont réussi à ouvrir la porte blindée du premier étage de l'ambassade. Et là, ils sont arrivés. Quand vous allez là-bas, bon, moi, ça m'a frappé. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé avec les services secrets français et j'ai vu une grande ambassade française qui servait à espionner l'Union soviétique. Et c'était exactement comme ça. D'accord. C'était tout Il y organisé. avait, il y avait dans cette partie sécurisée de l'ambassade des États-Unis des cages de Faraday pour pouvoir discuter sans être écouté. Il y avait euh, des systèmes des dérivations téléphoniques de tous les ministères iraniens et du palais impérial. En fait, c'est les États-Unis qui avaient installé le système téléphonique, ils avaient tout doublé directement à l'ambassade, ils écoutaient tout. Euh, et voilà, il y avait un atelier pour faire des faux passeports, il y avait toutes sortes de choses comme ça, et ils ont découvert ça, et tout le monde à l'ambassade travaillant là-dedans. Donc, les étudiants ont arrêté en flagrant délit tout ce personnel. Et encore une fois, les États-Unis n'ont jamais demandé aux Nations Unies n'ont jamais porté plainte contre cette arrestation. Ils ont toujours dit que c'était des otages, mais ils ne l'ont jamais pensé. Hmm. Et la suite? Alors, après ça, euh, Reagan a commencé à discuter avec certains révolutionnaires pour voir, pour faire durer le plaisir et pour pouvoir obtenir cette libération avec son élection. Oui, parce qu'en fait, Carter allait avoir gain de cause dans la libération, sauf que Reagan a été plus rapide, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, Carter, il s'était fait avoir. Puis alors, il a envoyé la première expédition des forces spéciales à l'extérieur des États-Unis. C'est lui qui l'envoie en Iran pour récupérer ce personnel de l'ambassade. Et là, il s'est passé une catastrophe militaire absolue qui est toujours inexpliquée, puisqu'en fait, euh, il y avait plusieurs des avions et des hélicoptères qu'il a envoyés dans le désert iranien et qui de là devaient aller à Téhéran pour récupérer les prisonniers, les otages officiels, non, les prisonniers de droit commun là-bas. Et en fait, il y a eu une tempête de sable à ce moment-là et tous les, il y a un hélicoptère qui a été pris par la tempête de sable, qui a percuté un autre hélicoptère. Tout ça, c'était il y a eu plein de morts états-uniens Gachi. et, et finalement, ils ont dû rebrousser chemin. Et en Iran, on dit que les gens pensent que c'est Dieu qui a protégé l'Iran avec cette tempête de sable. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut soupçonner un sabotage de l'équipe Reagan pour avoir gain de cause dans cette élection ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Non, ça, personne ne l'a envisagé. Non, non, non. Mais après ça, euh, alors je ne sais pas combien d'années après, mais quelques années après, quand Rafsanjani était le président de l'Assemblée nationale, les États-Unis ont pris contact avec lui et en fait, ce sont les Israéliens qui ont pris contact avec lui. Parce que Israël et l'Iran collaboraient ensemble pendant que le Shah avait son empire. Israël et les compagnies pétrolières iraniennes avaient construit un pipeline en Israël. Et il existe toujours d'ailleurs, non? Oui, il existe toujours. Il va à Haïfa, de Haïfa à Haïfa. D'accord. Et
euh, ce pipeline, il est indispensable à l'économie en Israël. D'accord. Aujourd'hui, il appartient toujours pour moitié au gouvernement euh, iranien. Toujours pour moitié, au Parce, moment où nous parlons. parce que justement, il y a bien une ambiguïté dans la culture iranienne avec les gens qui les agressent de l'extérieur. Sinon, ça serait pas possible qu'ils rentrent. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, quand on voit que le régime iranien a été infiltré par le Mossad et que des gens aussi haut Oui, placés ont pu être mais éliminés, ça peut être que de l'intérieur. Et donc, on peut dire les Iraniens sont très ambigus quand même. la culture de l'Iran, c'est celle des marchands de tapis. Bon, ok. Parce que, Donc, vous avez toujours un marchand qui négocie quelque chose dans le dos d'un autre marchand. d'accord, Toujours, toujours, toujours. ok. Parce que on peut dire aujourd'hui, moi, quand je regarde le conflit, je me Mhm. dis, ils étaient ouverts à une révolution colorée parce que la bourgeoisie et la jeunesse étaient très portées sur le mondialisme qu'on peut décrire hein, pour certains comme sataniste Mhm. avec un culte des technologies qui est complètement débridé au détriment de toute valeur morale. Il y a cet aspect-là dans la culture et surtout chez les jeunes en Iran. Moi, je sais que pour avoir discuté avec des Iraniens, ils sont tous vaccinés chez Pfizer. C'est pas normal pour une culture qui est Oui. censée être C'est voir les États-Unis comme un danger, quoi. c'est un autre problème, on va y venir après. Je reviens sur cette affaire du pipeline euh, en, en Israël. Ce pipeline, aujourd'hui, si vous dites en Israël à qui il appartient, vous allez immédiatement en prison. D'accord. Immédiatement. C'est une loi spéciale qui protège de dire à qui appartient ce pipeline. Bah, il suffit de le dire. Voilà. Ici, vous pouvez le dire. Il y a pas de... Vous craignez quelque chose? Ici, je peux vous le dire, mais en Israël, vous ne pouvez pas le dire. Et si vous l'écrivez, votre journal est censuré immédiatement. Alors, de qui s'agit-il? Je dis moitié à, à une compagnie israélienne, moitié à l'État iranien. D'accord, mais le propriétaire iranien, israélien, c'est qui du coup? Vous avez une idée? Je pense que c'est l'État, mais j'en suis pas sûr, je sais pas. Mais alors, dans le cas du conflit, il n'est pas coupé ce canal? Pas du tout, pas du tout. Il y a donc un problème. Il y a quand même un problème entre le discours de façade et ce qui se passe derrière, quoi. Je veux dire, les gens sont. Absolument, absolument. Et Ok. moi, mon expérience de l'Iran, c'est la première fois que j'ai dû aller en Iran. Ah non, c'est pas la première fois. Euh, non, quand je suis retourné en Iran en, ça devait être en 2009, quelque chose comme ça. Euh, Parce que j'avais déjà été en 2003, mais j'y suis retourné plus tard. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'étais invité par le président de la République, n'est-ce pas, hein? Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit votre invitation n'est pas valable, vous reprenez l'avion. C'est incroyable, hein. Ok, Alors j'ai dit non, il n'est pas question que je parte. La présidence va venir me chercher. d'accord. Et donc on m'a dit, mais monsieur, si vous ne prenez pas l'avion, vous allez devoir être mis en rétention dans l'aéroport. Ben, j'ai dit, mais mettez-moi en rétention. Et donc je suis resté dans une cellule de l'aéroport jusqu'à ce que la présidence de la République vienne me chercher. D'accord. Ok. C'est dire le combat à l'intérieur de l'Iran en permanence. Oui, il y a différents courants d'opposition et des oppositions Absolument, très marquées. absolument. Alors là, on a parlé donc de la révolution iranienne. On a vu deux, trois Mhm, éléments pour comprendre la base de, de, mhm, de, de- de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut venir aux sources pour comprendre.